Compose, épisode 31. Et donc après 6 mois, je me suis vite rendu compte que c'était pas du tout quelque chose pour moi. Et puis même au niveau des horaires, j'avais beaucoup de mal à arriver à l'heure. Et j'avais du mal à avoir des directives comme ça aussi carrées. J'avais envie d'être un peu libre. Et surtout, j'avais la chance d'être chez mes parents. Et je pense que c'est le meilleur moment si tu veux te lancer. Parce que j'avais pas de crédit, j'ai pas d'enfant, j'avais rien à perdre, quoi. Oui, c'est clair. Je pouvais me permettre d'essayer, de rater plusieurs fois et c'était pas grave. Jusqu'à ce que mes parents me disent que c'était... Enfin bref, ça n'est pas arrivé, mais ça aurait pu. Et là, quand je me suis lancé, je me suis dit, ok, je me laisse 1 an. De toute façon, je suis encore jeune, j'ai 18 ans. Je me laisse 1 an. Si ça fonctionne, tant mieux, je continue. Si pas, je reprendrai des études. C'est jamais trop tard, quoi. Et puis, ça a marché. Pour ce dernier épisode de l'année 2022, je suis heureuse de recevoir Victorien Laurier. Victorien, il est vidéaste et créateur de contenu et il a lancé sa société VLR Films à seulement 18 ans. Ensemble, on a parlé de ses premières vidéos, de la raison pour laquelle il a rapidement eu envie de les rendre publiques, de sa première caméra, une GoPro, de son premier client à 14 ans, de la peur qu'il a ressentie, du soutien de ses parents, de son intérêt pour l'entrepreneuriat, de comment prouver sa crédibilité lorsqu'on est si jeune, des risques qu'il aimerait prendre, des challenges dont il a besoin, d'Instagram, d'influence. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci Victorien d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Merci à toi de me recevoir. Tu es donc créateur de contenu et vidéaste. On va d'abord parler un peu de la vidéo. En fait, c'est super jeune que tu as commencé à faire de la vidéo. Comment est né ton intérêt ? Ouais, la vidéo, en fait, c'est vrai que c'est arrivé très très tôt. Je pense à une période où les jeunes ne sont pas spécialement attirés par quelque chose dans ce style-là, sachant que j'avais 12-13 ans et que j'ai commencé à faire du montage. En fait, non, ça m'est arrivé bien avant ça. Je pense que j'avais 8-9 ans, je faisais beaucoup de PowerPoint. J'avais une passion PowerPoint. C'est marrant, pour ça. Les anniversaires et tout, je faisais beaucoup ça. Et puis j'ai commencé à découvrir un peu le montage, où je faisais un petit peu de montage sur des jeux vidéo, et puis des montages de vacances. Et donc c'est vrai que c'est arrivé très tôt, parce que j'étais en 2e secondaire. Je devais avoir 13 ans, je pense. Et qu'est-ce qui te plaisait en fait dans ce média ? Alors, ce qui me plaît dans la vidéo, c'est que, en fait, pour commencer peut-être par le commencement, la plupart des gens qui font de la vidéo, c'est des gens qui font de base de la photo et puis qui passent vers la vidéo parce qu'ils ont envie de faire quelque chose de différent. Et moi, c'était l'inverse. J'ai jamais fait de photo, j'ai toujours fait de la vidéo. En tout cas, j'ai commencé avec la vidéo. Et ce qui me plaît vraiment dans tout ça, c'est au-delà d'avoir de l'image, c'est d'avoir du son, c'est de pouvoir jouer avec plusieurs dimensions. Et c'est aussi surtout pouvoir mettre en image des choses. J'ai une mémoire qui est très visuelle, j'ai beaucoup de souvenirs très visuels en tête de en gros toute mon enfance. Et là, c'est un peu des trucs où je me suis toujours dit, ok, ce serait cool d'avoir un souvenir de ça. Et là, en fait, je le crée à travers la vidéo. Et qu'est-ce que tu filmais alors au début ? Ma première vidéo, c'est une vidéo de plantes dans mon jardin, je pense, des fleurs ou un truc comme ça, dans des pots de fleurs. C'était juste pour tester l'appareil, mais je l'avais posté sur YouTube d'ailleurs. Je crois qu'elle a fait 7 vues. Et ça. Qu'est-ce que je filmais au début ? En fait, mes tout premiers montages, il n'y avait pas de vidéo. C'était de l'enregistrement d'écran sur des jeux vidéo, donc il n'y avait pas de captation. Mais mes premières vidéos, c'est des vidéos de voyage principalement. Des vidéos à la GoPro. En fait, la toute première caméra que j'ai eue, c'était une GoPro. Donc forcément, tu commences à faire des vidéos de ski, des vidéos dans un parc d'attractions et des choses comme ça. Donc ouais, mes premières vidéos, c'était des petits voyages en mode after movie, comme ça. Et tu avais déjà des bases de montage ? Enfin, tu as appris ça par toi-même ? En fait, le montage, je crois que c'est quelque chose qui s'apprend beaucoup. C'est quelque chose d'autodidacte. Ça s'apprend pas, ça peut s'apprendre à l'école, mais la plupart des gens qui le font de manière professionnelle à l'heure actuelle, c'est des autodidactes et tu l'apprends principalement sur YouTube. Sur YouTube, il y a une quantité incroyable de tutoriels où tu peux tout apprendre. Donc je crois que la plupart des gens apprennent comme ça, c'est comme ça que j'ai appris. Et puis en essayant, en ratant, en réessayant. Et puis en arrivant petit à petit à un résultat qui me plaisait. Et puis surtout en comparant avec ce que les autres faisaient. Je regardais beaucoup de vidéos. Il y avait toute une période où, genre les 2-3 premières années, où je prenais plus de temps à regarder ce que faisaient les autres, qu'à créer des vidéos moi-même. Et c'est comme ça que tu apprends, parce que tu vois un effet qui a été fait dans une vidéo, tu te dis mince, comment est-ce qu'il a fait pour réussir à faire ça ? Et tu essayes, et du coup tu trouves ta façon de le faire, qui est peut-être pas la bonne, qui est peut-être pas la même que la sienne, mais qui t'amène au même résultat ou quelque chose de similaire. Et c'est comme ça que tu apprends, en tout cas c'est comme ça que j'ai appris.
Et comment t'es venue l'idée de les publier sur YouTube ? Tu vois, pourquoi ne pas juste les partager avec tes potes, quoi, vraiment les publier publiquement ? Ouais. Ben, j'ai été très précoce sur les réseaux sociaux parce que je jouais à pas mal de jeux sur le compte Facebook de ma sœur et elle en avait un peu marre. Donc un jour, elle m'a créé un compte. Je crois que je devais avoir 10 ans, donc un peu trop tôt pour être sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais je crois que ça m'a du coup pas mal servi parce que j'ai commencé à poster beaucoup de choses, même si je crois que les 3 premières années, c'était Farmville. Mais du coup... en fait, dès que je créais quelque chose, je le postais parce que je voulais pas le garder pour moi. Et puis surtout, si ça impliquait d'autres personnes, quand c'était des vidéos de voyage, je partais pas tout seul. Du coup, j'avais envie que ces gens-là le voient. Et ma première vidéo que j'ai postée, je pense, c'était un voyage au ski. C'est une vidéo où on était un groupe de 50 personnes. J'avais envie que tout le monde le voie. La meilleure façon pour que les gens le voient, c'est le poster sur YouTube et le poster sur Facebook. Donc, j'ai toujours commencé à poster beaucoup et très tôt. Trop tôt, peut-être. Et puis, il y a eu par la suite Facebook, Instagram et tout a démarré très, très vite. Et je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui ma clientèle, c'est que j'ai vite ramené du monde autour de ça. Et mon nom s'est fait très vite, en fait. Et quels étaient les premiers retours que tu avais de tes montages et de tes vidéos ? Ce qui est marrant, c'est que comme j'étais jeune, il y avait ce truc de... Pourquoi est-ce qu'il joue pas au Playmobil ? Qu'est-ce qu'il fait, tu vois ? Il y a un peu ce truc il est très jeune pour faire ce genre de choses. Mais donc, c'était impressionnant de par mon âge, je pense. Et donc, c'est surtout ça les premiers retours que j'avais. Et puis, mes parents, c'est un peu mon premier fan club. Et ma maman postait, je pense, partageait tout ce que je faisais. Donc, il y a toutes ses copines qui commentaient, etc. Donc il y avait pas mal de retours très positifs. Et puis en plus, ce qui est super chouette, c'est que je me suis lancé dans un monde où, enfin dans un moment où il n'y avait pas encore beaucoup de vidéastes, mais il y en a beaucoup qui commençaient à apprendre ça. Et on était un peu tous dans la même situation, on commençait et du coup, c'était très facile de rencontrer des gens sur les réseaux qui avaient les mêmes objectifs que toi, qui étaient au même niveau, et de s'échanger des tuyaux, de s'échanger des conseils, et puis pour grandir ensemble. Et à 14 ans, tu as eu ton premier client, le directeur de l'école. Tu peux expliquer un peu comment ça s'est passé ? Ouais. En fait, on faisait un voyage, je crois que c'était en 2e ou 3e secondaire, ça devait être en 2e, en Alsace, et j'avais pris ma GoPro et j'avais fait une vidéo par jour. Et alors le directeur m'avait demandé pour voir les vidéos, il avait trouvé ça génial, il les avait envoyées à tous les parents d'élèves qui avaient participé au voyage. Et donc là, c'était encore plus de visibilité parce que d'un coup, ça touchait plus mes proches, ça touchait plein de gens. Et puis, il a vu qu'il y avait beaucoup de retours très positifs et il s'est dit, mais on fait plein de trucs à l'école, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des vidéos de ça ? Et donc, il y a eu je ne sais plus ce que c'était, si c'était une Coupe du Monde ou un Euro, mais en gros, il y avait eu un petit événement à l'école pour lequel il m'avait demandé de faire une vidéo de l'événement. Donc, c'est mon premier after movie, c'est mon premier client. Excellent. Bénévole, mais c'était quand même mon premier client. Et puis, de fil en aiguille, ça s'est développé petit à petit. Et ça t'a fait quoi, en fait, quand on t'a demandé de filmer des choses ? J'ai eu peur. Ouais, j'ai eu très peur parce que là, tu fais plus les choses pour toi, tu les fais pour quelqu'un d'autre. Et c'est très différent. Ouais. Quand tu les fais pour toi, c'est pas grave si ça marche pas parce que, voilà, il n'y a pas de pression, il n'y a pas vraiment de responsabilité. Quand tu les fais pour quelqu'un d'autre et en plus quand c'est un événement que tu peux pas reproduire, tu peux difficilement te permettre d'échouer. Après là, j'étais jeune, il était conscient de tout ça, donc je crois qu'il aurait... pas du tout été vexé que j'échoue à ce niveau-là. Et finalement, tout s'est très bien passé, donc c'est encore mieux. Mais donc, j'ai eu très peur parce qu'on te donne vraiment des responsabilités. Et quand tu as 14 ans, alors ok, il n'y a pas d'enjeu très important. C'est jamais que du divertissement et pour garder un souvenir, mais c'était quand même assez stressant. Et du coup, en parlant de stress... Là où ça a été encore plus stressant, c'est le premier mariage. Où j'ai fait mon premier mariage à 15 ans, donc l'année qui a suivi. Et là, c'était pire, parce que là, il y a un enjeu qui est encore plus important. Là, les mariés, ils comprendront jamais que tu t'es loupé. C'est un jour tellement important. T'as pas le choix, tu dois réussir. Et je crois que ça s'est bien passé. En tout cas, la vidéo est sortie, et ils sont très contents. Et voilà. Et comment ça s'est fait, en fait, ce premier mariage ? Alors, le premier mariage, c'est la sœur d'un ami, Antoine, qui est mon meilleur ami, et qui se mariait. Et du coup, lui faisait un petit peu de vidéo aussi à ce moment-là. Et donc, on se connaissait de ce milieu-là, de la vidéo. On avait déjà travaillé ensemble quelques fois. Et il m'a dit, ma sœur se marie, on cherche un vidéaste. Est-ce que ça te dit d'essayer sur un mariage ? Voilà. Je savais qu'ils n'avaient pas trop d'attentes, qu'ils en avaient quand même, mais ils ne s'attendaient pas à un résultat de quelqu'un qui avait 10 ans d'expérience.
Mais j'étais quand même... je me suis rendu malade 2 jours avant. Ah oui. J'étais vraiment pas bien. mais ça s'est super bien passé. Et voilà. Et ça t'a fait quoi, du coup, quand... déjà, on te demande un projet vraiment professionnel. Et puis, si les retours sont positifs, ça doit être hyper gratifiant, quoi, pour toi. Ouais, et puis ce qui est super chouette pour revenir au mariage, c'est que... Enfin, pour associer ça au mariage, c'est que c'était un peu le premier qui a lancé tout. C'est qu'il en fallait un. Ouais. C'était le premier. Et une fois qu'il a été fait, en fait, il n'y avait plus vraiment de barrière. J'en avais un, j'avais une référence, j'avais quelque chose à montrer. Je pouvais en faire plein d'autres. Et tu avais vraiment déjà l'ambition d'en faire un métier ? Absolument pas. Non, je voulais être architecte. Je crois que de mes 10 ans à mes 16 ans, j'ai voulu être architecte. Et donc, c'était pas du tout une ambition, j'étais pas du tout destiné à faire de la vidéo. Mais par contre, ça a pris vraiment beaucoup d'ampleur pendant mes dernières années de secondaire. À tel point qu'à un moment, je me plaisais plus dans l'enseignement général. Donc, je suis allé en transition technique audiovisuelle pour justement développer un petit peu ça. Et encore à ce moment-là, j'étais pas persuadé que je voulais faire ça plus tard, mais je me disais, plutôt qu'avoir 2 langues et 6 heures de sciences, j'avais une langue, 3 heures de sciences et 6 heures d'audiovisuel. Ouais. Et donc c'est surtout ça. J'ai oublié ta question. C'était si tu voyais ça déjà comme un métier quand tu as commencé, quoi. Mais du coup, non. Et puis, c'est vraiment à la sortie de Reto où je me suis dit, en fait, je suis capable de faire quelque chose que les gens qui intéressent certaines personnes. Pourquoi pas commencer à... Je le vendais déjà à l'époque, mais pourquoi pas le vendre à une autre échelle et pourquoi pas lancer une activité. Oui. Et tu le disais, ta maman, c'était déjà ta première fan. Tes parents ne t'ont jamais freiné, en fait. Ils t'ont soutenu, notamment dans ton choix d'études. Ils ont compris rapidement que c'était important pour toi ? Oui. Surtout que je me plaisais pas du tout à l'école. Je me suis jamais plu à l'école. Et là où j'étais en général, je me plaisais pas. Ils le voyaient très bien. C'était vraiment une corvée de faire mes devoirs, d'étudier. Et c'est eux qui m'ont incité à me diriger vers l'audiovisuel par la suite. Et donc, ils m'ont toujours soutenu, ils m'ont toujours donné les moyens de le faire. Et c'est eux qui m'ont vraiment guidé vers ça, parce qu'ils voyaient aussi qu'il y avait du retour. Et je pense que pour ma maman qui postait sur Facebook et que toutes ses copines commentaient, c'est hyper chouette aussi pour elle. Et je pense qu'elle était fière dans un sens. Et voilà. Et à 18 ans, quand tu as fini donc les études, là, à quoi tu penses ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Là, c'est la grosse question que je pense beaucoup de gens se posent en sortant de Reto, c'est qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu fais des études ? Est-ce que tu travailles ? Est-ce que tu voyages ? Est-ce que tu pars 1 an à l'étranger pour apprendre une langue ? Ce que j'aurais peut-être dû faire d'ailleurs, partir à l'étranger 1 an. Mais donc là, je suis sorti de Reto et en fait, en Reto, j'étais déjà très, très actif en vidéo. J'avais déjà pas mal de clients et du coup, je suis sorti de Reto avec déjà une petite base de clients en fait. Et donc, il y a eu ce truc où j'ai commencé à faire pas mal de choses pendant l'été de fin de Reto. Et puis, j'ai été contacté par une agence de communication qui m'a proposé de bosser chez eux, pour qui je travaillais déjà en tant qu'étudiant avant ça. Et donc là, il y a eu ce gros dilemme de est-ce que je prends des études ? Est-ce que j'accepte un emploi ? Ou est-ce que je pars à l'étranger ? Partir à l'étranger, à l'époque, c'était pas du tout dans ma tête. Mais du coup, la question, elle a été... très très vite, j'ai pas envie de dire répondu parce que... Bref, tu vois ce que je veux dire. On a compris. Et j'avais le choix entre faire des études ou travailler. Et du coup, j'ai choisi de travailler parce que j'avais soif de me lancer dans la vie. Et finalement, t'es resté combien de temps dans cette agence ? 6 mois. T'as senti rapidement en fait l'envie d'être indépendant ? Ouais, clairement. J'étais déjà en complémentaire en étant dans cette agence-là et je me suis retrouvé à refuser des clients en personnel parce que j'étais 40 heures par semaine là-bas. Et puis en plus, il y avait un peu ce truc de non-concurrence où je pouvais difficilement accepter des clients que l'agence aurait pu avoir. Et donc après 6 mois, je me suis vite rendu compte que c'était pas du tout quelque chose pour moi. Et puis même au niveau des horaires, j'avais beaucoup de mal à arriver à l'heure.
et j'avais du mal à avoir des directives comme ça aussi carrées. J'avais envie d'être un peu libre et surtout j'avais la chance d'être chez mes parents et je pense que c'est le meilleur moment si tu veux te lancer parce que j'avais pas de crédit, j'ai pas d'enfant, j'avais rien à perdre quoi. Ouais, c'est clair. Je pouvais me permettre d'essayer, de rater plusieurs fois et c'était pas grave jusqu'à ce que mes parents me disent que c'était... Enfin bref, ça n'est pas arrivé mais ça aurait pu et là quand je me suis lancé, je me suis dit ok, je me laisse un an, de toute façon je suis encore jeune, j'ai 18 ans, je me laisse un an, si ça fonctionne tant mieux, je continue, si pas je reprendrai des études, c'est jamais trop tard quoi. Et puis ça a marché. Et tu avais déjà des exemples de personnes indépendantes autour de toi ? Ou c'est vraiment un univers que tu découvrais ? Mes parents ne sont pas indépendants. Mon papa l'a été une petite partie de sa vie, mais donc j'ai jamais été bercé dans l'entrepreneuriat. J'ai jamais eu beaucoup d'entrepreneurs autour de moi, même très peu en fait. Donc non, par contre, j'ai vite compris que si tu voulais être libre, si tu voulais faire ce que tu voulais, c'était pas dans le salariat que tu pouvais trouver ça. Donc, j'ai jamais eu un modèle entrepreneur. Par contre, mes parents m'ont toujours poussé à l'être. Enfin, en tout cas, ils m'ont jamais découragé à ne pas l'être. Et puis, comme je dis, j'ai vraiment la chance qu'ils étaient derrière moi. Donc, j'avais pas vraiment de risque. Et je pense que quand t'as pas de risque, c'est beaucoup plus facile de te lancer. Et niveau crédibilité, en fait, est-ce que tu ressentais le fait d'être jeune face à tes clients potentiels ? Est-ce qu'il y avait parfois un jugement ou un manque justement, que les gens te considéraient comme peu crédible par ton jeune âge ? Ouais, beaucoup, encore maintenant en fait, parce que je suis toujours jeune au final, et donc ça arrive encore souvent, vu que j'évolue vers des boîtes qui sont plus importantes et qui ont tendance à travailler avec des gens plus âgés, avec plus d'expérience en tout cas. Donc je ne sais pas si c'est mon âge le problème, mais ça a été plutôt le manque d'expérience. Quand tu te présentes à un client et tu dis que tu travailles depuis 2 ans, c'est moins bien vu que quelqu'un qui a 15 ans d'expérience. Alors que l'expérience, en fait, tu l'avais, tu travaillais officiellement depuis 2 ans, mais en fait, tu avais déjà, depuis tes 14 ans, des vidéos à montrer, quoi. Quelle était mon expérience ? C'est une expérience que je me suis faite moi-même, dans le sens où même toute ma technique, c'est quelque chose que j'ai appris en essayant. J'avais pas vraiment de règles académiques, hormis ce que j'ai appris un petit peu à l'école, mais j'ai pas fait des études de cinéma, donc ma technique est quand même assez limitée, comparée à quelqu'un qui a fait des techniques audiovisuelles en haute école. Et comment ça se passait alors ? Comment tu leur prouvais en fait que les clients pouvaient te faire confiance ? Bon, je le prouvais pas, je faisais ce qu'ils me demandaient de faire et puis ils étaient contents, mais c'est comme ça plutôt que je le prouvais. Mais en fait, j'ai toujours essayé de faire de mon mieux sur ces projets-là mais je vois je comprends ta question quand tu me demandes si j'ai été un peu décrédibilisé. Parce que oui, en fait, quand tu as des clients qui ont ton âge ou qui sont 5 ans plus âgés ou 10 ans plus âgés, c'est pas grave. Mais quand tu dois traiter avec un client qui a 50 ans ou 60 ans, il a un peu du mal à travailler avec quelqu'un qui a l'âge de ses enfants et qui sort de l'école. Donc ça a été parfois un peu compliqué. Mais au final, ça a été, Et après combien de temps tu as pu vraiment te dire que tu pouvais en vivre de la vidéo ? Que tu pouvais te verser un salaire correct et vraiment que ça pouvait être une carrière en fait ? J'ai eu une croissance assez rapide quand même. La première année, on va pas en parler parce que c'était pas une année complète vu que j'étais à moitié employé et puis les 6 mois suivants indépendants. Donc voilà. Et l'année qui a suivi, je crois que c'était strict minimum. En dessous de ça, je devais arrêter et faire autre chose. Et puis l'année d'après, là, il y a vraiment eu un boom où je crois que j'ai doublé mon chiffre d'affaires. Et là, je me suis dit, ok, je peux en vivre confortablement et je peux me permettre de garder du bénéfice pour investir dans du matériel, pour investir dans plein de choses qui me permettront d'évoluer un peu plus. Donc ça a été très très vite. Je pense que quand je me suis lancé indépendant, peut-être 18 mois après mon lancement, mon activité tournait très bien. C'est hyper cool. Mais j'avais déjà du coup une clientèle qui me suivait depuis 6-7 ans en fait. Oui, c'est ça. Non, peut-être pas 6-7 ans, j'exagère, peut-être 5-6 ans. Donc tout s'est fait très rapidement. Là où quelqu'un qui se lance sur le marché directement sans avoir aucun client, il faut peut-être un peu plus de temps, quoi. Et les vidéos que tu fais, c'est pourquoi ? C'est les mariages, ça a continué et le reste, c'est quoi ?
Je crois que tous les gens qui font de la vidéo, en tout cas la plupart, commencent par de l'événementiel, parce que c'est le domaine le plus accessible. Donc c'était beaucoup de soirées, beaucoup d'événementiels privés et un petit peu publics aussi. Et puis forcément les mariages en même temps. Mais je faisais pas du tout de corporate à ce moment-là. Et puis il y a eu... j'ai commencé à en faire l'année juste avant le Covid. Et puis le Covid a fait que l'événementiel... a un peu chuté et du coup je me suis retrouvé à devoir du coup en vivre et à faire du corporate qui au final m'a beaucoup plu, et à l'heure actuelle je fais plus de corporate que d'événementiel, aussi parce que l'événementiel a peut-être pas repris à 100%, mais je m'éclate vraiment bien dans le corporate, et c'est surtout une variété de projets qui est totalement différente. En corporate tu vois des choses différentes tout le temps, tu t'accèdes à des endroits auxquels tu n'accéderais pas en tant que visiteur. Tu vois plein de choses un peu privilégiées. Et donc, c'est ça qui me plaît beaucoup. C'est qu'il y a plein de choses que je vois et je me dis, waouh, je le vois parce que c'est grâce à mon métier, en fait. Là où l'événementiel, au final, c'est quasiment tout le temps la même chose. Et aujourd'hui, tu es toujours seul à 100% sur ton projet. Il y a l'ambition d'engager quelqu'un ou de t'associer avec quelqu'un ou autre ? C'est une grosse question qui vient parce que là, je me retrouve dans un schéma où j'ai plus assez d'heures dans mes journées, et j'ai besoin de... Si je veux continuer à évoluer, soit il me faut plus d'heures, me demande pas comment, je vois pas, je dors déjà pas beaucoup, soit il faut que je sous-traite. Mais il y a cette grosse question de... Ça veut dire plus de responsabilité. Est-ce que mon confort de vie va pas en prendre un coup pour au final gagner peut-être un petit peu plus ? Donc il y a cette grosse question de est-ce que je reste tout seul, est-ce que je développe mon activité tout seul et je continue comme ça, et je me contente de ce que j'ai, c'est très bien, ou est-ce que je veux évoluer et je prends des risques, et ça on verra bien. J'essaye de m'ouvrir à réussir à sous-traiter. J'ai pas un très bon esprit d'équipe, mais j'ai un peu du mal à faire confiance aux gens. Oui, j'allais dire, parce que tu as aussi ta patte, quoi. Et on voit ton univers dans tes vidéos. Du coup, il faut que quelqu'un puisse se mettre dans ton univers. C'est ça. Et ça doit être dur de déléguer. Ouais, clairement. C'est très compliqué de... En fait, je crois que chacun a son univers, et quand tu demandes à quelqu'un de faire quelque chose qui n'est pas le sien, ça fonctionne très rarement. Donc, j'essaye, et je me fais un peu violence en me disant ok, c'est pas parce que c'est pas exactement comme je le voulais que c'est mauvais, que c'est moins bon, c'est juste différent en fait. Et ça peut plaire tout autant aux clients, voire peut-être même plus. Mais ça, je dois me forcer à me mettre ça en tête et à accepter de sous-traiter et de confier des projets à d'autres personnes qui donneront peut-être, qui apporteront leur touche. Et si tu pouvais grandir ou aller vers d'autres choses, ce serait quoi ? Tu voudrais faire quoi ? Est-ce qu'il y a des domaines que tu voudrais explorer dans la vidéo ? Est-ce qu'il y a des domaines que j'aimerais explorer ? Oui, il y a le domaine du docu, où c'est quelque chose qui me trotte un peu dans la tête depuis quelques années. Mais c'est à l'opposé de ce que je fais. Parce qu'en fait, ce que je fais, c'est des vidéos très courtes. La plupart de mes projets ne durent pas plus d'1 minute 30, parce que c'est du format réseaux sociaux. Et donc là, je vais un peu à l'opposé de ça. Je dois prendre le temps de montrer des choses et construire un peu plus mon histoire. Donc c'est quelque chose d'opposé qui me plaît beaucoup, parce que j'adore en regarder. Je regarde plus de docu que de films, je pense. Donc c'est pourquoi pas un domaine qui me plairait bien. Après, il y a toujours cette histoire de rentabilité. Est-ce que c'est rentable de faire du docu ? Si oui, sur quel sujet ? Comment est-ce que tu vas chercher des financements, etc. Là, je suis dans un schéma où je fais quelque chose que je connais très bien, dans lequel je suis très confortable et qui rapporte. Et donc, c'est difficile de sortir de ça, de prendre le risque, de me dire, OK, je vais peut-être gagner un peu moins bien ma vie pendant un an, mais au moins, je vais développer d'autres choses. C'est très compliqué. Surtout que là, je me suis mis dans une situation où j'ai beaucoup de charges et où j'ai pas le choix de facturer un minimum tous les mois. Et donc, c'est un risque que je prendrai peut-être un jour, certainement même, parce que je me vois pas continuer à mon rythme, en tout cas, très longtemps. Mais on verra bien. Ça doit être dur de faire la part des choses entre, d'un côté, la créa et de l'autre, l'entrepreneuriat, en fait. Parce que y a le côté créatif que j'imagine tu as encore envie d'explorer, mais il y a le côté entrepreneur qui se dit peut-être que dans le corporate, il y a moyen de mieux gagner sa vie que dans la créa. C'est exactement ça.
très perturbant en fait d'avoir tout le temps cette... C'est vraiment ça, surtout que je me suis, grâce au fait d'être indépendant, j'ai découvert ce milieu de l'entrepreneuriat qu'au final, je me demande si je préfère pas l'entrepreneuriat à la vidéo, tu vois. Donc en fait, la vidéo vient plus comme un moyen de développer un projet entrepreneurial parce que je me suis vraiment passionné par l'entrepreneuriat, parce que c'est quelque chose que j'adore. Et donc, oui, comme tu dis, il y a ce côté, est-ce que je fais du business ou est-ce que je fais de la créativité ? Oui, c'est ça. Là, pour le moment, j'essaie d'être un peu dans un juste milieu, même si je pense que je penche un peu plus vers du business. Mais j'aimerais bien, clairement, retrouver un peu de créativité, un peu plus. Tu parlais des réseaux sociaux sur lesquels tu as été très tôt. Il y a notamment Instagram, où tu as développé vraiment une communauté. Aujourd'hui, tu es suivi par plus de 11 000 personnes. Comment c'est né, en fait, donc, ce côté vraiment créateur de contenu sur les réseaux ? L'avantage, c'est en étant très tôt sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à poster très tôt. Et du coup, j'ai posté à un moment où l'algorithme était beaucoup plus favorable qu'à l'heure actuelle. C'est une époque où, tu t'en souviens sûrement, c'est quand tu postais, tu voyais les publications dans l'ordre de publication. C'était hyper facile en fait de percer à ce moment-là parce que tout le monde voyait ce que tu faisais. Et du coup, tout s'est fait très très vite parce que je postais beaucoup de choses que je réalisais. Et donc je suis un peu tombé dedans sans trop le vouloir. Et puis petit à petit, ça a pris de l'ampleur. J'ai oublié ta question encore une fois. C'était justement, comment c'est venu ce côté de création de contenu. Et en fait, comment tu as développé justement cette communauté ? En fait, du coup, à ce moment-là, c'était pas du tout... C'était de la création de contenu dans le sens où je postais ce que je réalisais pour des clients. Donc, c'était pas du tout dans l'optique influenceur, création de contenu personnel. C'était vraiment juste des projets professionnels que je partageais. Et donc j'ai été beaucoup suivi au départ par d'autres gens, d'autres vidéastes qui du coup voulaient, avec qui on pouvait échanger. Et il y a eu toute une petite communauté comme ça qui s'est créée. Et puis petit à petit, des gens autour de Namur, parce que la plupart de mes projets étaient namurois, donc ça a commencé à parler autour de Namur. Et puis je suis arrivé dans un truc où, en fait, je me rendais compte que quand je postais des projets professionnels, ça ne marchait pas. Donc, j'ai commencé à poster des trucs un peu plus personnels. Et puis, à un moment où ça a vraiment... où ça s'est inversé. D'ailleurs, mon compte Instagram, au départ, s'appelait VLR Films, que j'ai transformé en Victorien Laurier. Et puis là, j'ai recréé un deuxième compte VLR Films pour remettre du professionnel. Mais donc, mon compte pro est passé en compte perso. Et à l'heure actuelle, je poste quasiment rien de professionnel sur mon compte perso. Voilà. Et qu'est-ce qui te plaît dans le fait de partager comme ça des trucs de la vie sur Instagram ? Déjà, pourquoi tu le fais de base ? C'est une très bonne question. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Non, je le fais parce que ça m'éclate d'avoir beaucoup de retours sur tout ça, parce qu'il y a un peu de reconnaissance, parce que j'essaye d'allier du coup ce côté un peu... influence, à prendre avec des pincettes et le côté photo-vidéo où j'essaye toujours de faire un contenu très qualitatif, peu importe ce que je vais poster, que ce soit en termes de qualité d'image, en termes de couleur. Je vais jamais poster une vidéo qui va être à moitié floue, pas du tout stabilisée et avec un son catastrophique. Je vais toujours essayer d'avoir quelque chose de qualitatif et donc d'utiliser mes forces professionnelles, de mon activité professionnelle au profit de ce compte Instagram. Et je prends beaucoup de plaisir à donner des bons plans et je pense que du coup aussi avec mon activité pro j'ai l'occasion de découvrir beaucoup de choses et ça me permet donc de les partager à travers Instagram principalement. Et ta communauté elle est principalement namuroise ou maintenant elle s'étend un peu ? Je crois que c'est 87% à Namur. Ah oui, c'est énorme. Non, je dis une bêtise, c'est pas du tout ça, c'est 87% en Belgique mais il doit y avoir peut-être 75% à Namur. Ça s'étend pas vraiment. En fait, il faut savoir que sur Instagram, Ciné, c'est plus Namur. Et Guezé, c'est pas Namur non plus. Et du coup, en fait, t'es vite dans d'autres catégories. Mais donc, les premiers pourcentages, ça va être Namur. Et puis, ça va être Ciné. Et puis, un petit peu Charleroi, Liège, Bruxelles. Il y a peut-être 0,5% à Paris. On me demande pas pourquoi. Et ce côté créateur de contenu, il t'aide aussi à vivre des expériences différentes de celles que tu vis avec ton métier de vidéaste ? Ouais, déjà je trouve ça chouette parce que parfois je suis invité à des événements, etc. où du coup je dois pas faire de vidéo, donc c'est trop bien. Là où avant, quand j'étais à des événements, c'était pour faire une vidéo. Maintenant, je suis invité en tant qu'influenceur, toujours avec des pincettes. J'aime autant dire créateur de contenu. Et donc ça me permet de vivre plein de choses qui sont souvent des choses un peu privilégiées aussi.
Ou ça peut être des lancements, un lancement d'un magasin, un lancement de produits, un restaurant ou des choses comme ça. Et donc ça, j'adore. Si je pouvais faire que ça, je ferais que ça. En plus, j'adore manger, donc les restos, c'est vraiment ma vie. Et pourquoi tu n'aimes pas le mot influenceur ? J'aime pas le mot influenceur parce que je crois que c'est un mot qui, il y a 4-5 ans, était pas spécialement mal vu. Là où il a un peu mal tourné avec tout ce qui est autour de la télé-réalité, avec tous les gros influenceurs, avec ces fameux débats au sujet de Dubaï, etc. Et donc, c'est un terme qui n'est pas très bien vu, influence, surtout que ça fait directement penser à de la manipulation et où ça reste de l'influence, en fait, au sens premier. Donc, tu influences les gens à faire quelque chose qu'ils ne pensaient peut-être pas faire de base. Donc, c'est ça qui ne me plaît pas du tout dans ce côté influenceur. Ce que j'aime faire, moi, je me considère pas comme un influenceur, mais comme quelqu'un qui aime bien partager des choses qui me tiennent à cœur. Et si les gens veulent le consommer, ils sont libres de le consommer. Je ne vais jamais l'imposer et en fait, chacun fait ce qu'il veut. Je veux juste donner des bons plans et là aussi, je ne vais jamais partager des choses qui ne me plaisent pas vraiment. Si je parle de quelque chose, c'est parce que ça me plaît, c'est parce que je l'ai testé, c'est parce que je le connais. Et ça m'arrive souvent de refuser des choses parce que ce n'est pas du tout en raccord avec ce que j'aime et ce que je fais. Et tu reçois comme ça de plus en plus de demandes de marques, de commerces, etc. qui veulent que tu partages du contenu par rapport à eux ? Je sais pas si... En fait, ce qui est très compliqué, c'est que je suis un mec. Et le monde de l'influence pour les mecs, c'est pas du tout la même chose que pour les filles. Parce qu'il y a... Je crois... Enfin, il y a beaucoup moins de possibilités de collaboration. Je pense qu'une fille qui se lance sur Instagram maintenant, elle peut, avec 2000 abonnés, aller chercher quand même beaucoup plus de collabs que moi avec 10 000, par exemple. Parce qu'il y a déjà tout ce qui est au sujet des cosmétiques, sans rentrer dans les clichés, hein, mais tout ce qui est au sujet de la mode, des cosmétiques, qui du coup, fatalement, est un peu plus féminin. Mais donc, je ne dirais pas que j'en ai de plus en plus, hormis le fait que le Covid a quand même beaucoup favorisé ça. Ah oui. Depuis le Covid, il y a eu toute une période où les gens n'allaient plus dans la rue, où du coup, il y avait les panneaux publicitaires, on n'en parlait même plus. On avait besoin des réseaux sociaux. À ce moment-là, la pub, tu la faisais sur les réseaux sociaux. Payer des publications sur Facebook ou sur Instagram en sponsorisant, ça coûte très très cher, c'est pas spécialement intéressant. Et donc forcément, les marques se sont redirigées vers les influenceurs. Et donc je pense que pendant le Covid, ça s'est vraiment beaucoup développé. Et puis aussi, je me suis retrouvé dans une période où j'avais beaucoup de temps. Et donc, mon Instagram s'est vraiment beaucoup développé à ce moment-là. Oui. Et tu as des ambitions encore tu as des ambitions par rapport à ce compte Instagram, le faire grandir encore plus, peut-être aller aussi vers d'autres réseaux, par exemple sur TikTok ou autre ? J'ai pas l'ambition de le faire grandir plus. En tout cas, c'est pas un objectif. J'ai l'ambition de le rendre plus qualitatif. Ça ne m'intéresse pas d'avoir plus d'abonnés. Forcément, c'est très positif si ça arrive, mais je veux juste augmenter la qualité de mon contenu, proposer quelque chose de plus réfléchi, de plus posé. Et puis, il y a cette fameuse TikTok, voilà, je vends la peau de l'ours, cette fameuse réflexion au sujet de TikTok où je crois que c'est ce qui fonctionne le plus à l'heure actuelle. Et je suis déjà bien trop en retard à ce sujet-là. Mais pourquoi pas commencer à développer ça, surtout que je fais de la vidéo, en fait, c'est mon métier, donc pourquoi pas utiliser TikTok ? Ce serait vraiment con de ne pas le faire. Donc c'est une ambition, ça prend du temps, donc on verra si je le fais. J'aimerais beaucoup. Et puis pourquoi pas continuer un peu dans cette direction-là. Après, je sais très bien que sur TikTok, on est plus sur un contenu spontané et un peu plus naturel que ce que je ferais sur Instagram. Là où sur Instagram, je vais essayer d'avoir quelque chose de très léché. Donc à voir si ce que je propose marche sur TikTok. J'en sais rien. On verra. Peut-être oui, peut-être non. Et par rapport à ton parcours comme ça jusqu'à maintenant, c'est quoi les projets dont tu es le plus fier ? C'est une question très difficile parce que j'ai une mémoire très mauvaise pour ça. J'ai beaucoup de mal. Souvent, c'est quand je discute que je me rends compte que oui, j'ai fait ça en fait. Et ça m'était totalement sorti de la tête. Mais des projets dont je suis le plus fier... Récemment, le Kik, c'était très chouette. C'est très chouette parce que c'est un milieu où... Enfin, c'est un événement qui, du coup, est quand même fort axé à créativité. Et je crois que les gens sont assez contents du résultat. Et donc, le fait d'être reconnu par du monde qui est actif dans le milieu de la créativité, c'est hyper valorisant. Mais sinon, à part ça, est-ce que j'ai des projets ? Ouais, sûrement. Je les oublie, mais oui, sûrement. Même sûrement beaucoup.
Si je peux te souffler ça dans l'oreille, tu Oui, m'as déjà dis-moi. parlé de l'after-movie des solidarités. Ouais, Dont tu étais After super Movie des fière. Solidarités, ça fait un moment. C'était il y a 4 ans. Là, je suis super content du résultat parce que c'est un projet où j'ai eu carte blanche, où j'ai vraiment pu faire ce que je voulais. Et c'est surtout la première fois que j'ai eu un projet avec une si grosse ampleur. C'est un projet qui réunit, je pense, plus de 45 000 personnes, en tout cas à l'époque. Et là, je me dis, OK, je passe de petits événements à 300 personnes à un événement de plus de 40 000. Donc ça n'a rien à voir, la portée est totalement différente. Et puis tu te retrouves avec des artistes, avec des shows, avec des choses qui sont... Où en fait, c'est du pain béni de faire un after movie pour un événement comme ça parce que c'est très facile. Dans le sens où du coup tout est beau, tout est waouh. Donc c'est très facile de faire quelque chose qui est waouh. En fait, c'est même plus facile de faire l'after movie des solidarités qu'une fête de village, je pense. C'est pas le même rendu. Non. Et tu parlais pour le kick du fait que voilà, tu avais eu la reconnaissance des gens dans le domaine de la créa. C'est hyper important pour toi justement d'avoir ces retours. Enfin, ça t'aide dans ton travail. C'est marrant quotidien. parce que tu m'aurais posé la question il y a 2 ans, je t'aurais dit bon, je m'en fous, moi, je veux faire du business, je m'en fous de ce que les gens pensent, je m'en fous de la partie créative. Là où je me rends compte que ça fait 4-5 ans que je fais du business et je tourne un peu en rond et j'ai envie de retrouver quelque chose de créa. Surtout que c'est ça qui va me faire évoluer, ça j'en suis convaincu, et c'est tous les gens que j'admire autour de moi qui font ce métier-là, c'est des gens qui sont axés créa, c'est pas des gens qui sont axés portefeuille en fait. Donc ouais, le fait d'avoir de la reconnaissance de ce milieu-là, c'est hyper intéressant et c'est ce vers quoi j'aimerais bien aller de plus en plus. Et on verra où ça mène. Mais Et la reconnaissance, ça aide par rapport au syndrome de l'imposteur. Ouais. En fait, c'est marrant parce que là, il y a 2 sujets. Du coup, il y a le syndrome de l'imposteur et la reconnaissance. En fait, je vais d'abord parler de la reconnaissance. La reconnaissance, en fait, j'ai l'impression que j'arrive dans une période de ma vie où j'ai plus soif de reconnaissance que d'argent. Là où il y a 2 ans, c'était vraiment l'inverse. Là, j'ai vraiment envie d'être valorisé pour ce que je fais et envie de développer ça, ou peut-être au détriment de l'argent, mais c'est pas grave, parce que je crois que ça vient directement par la suite, et puis voilà, c'est très bien comme ça. Et puis du coup, ce syndrome de l'imposteur, qui est toujours présent, même après 5 ans, je pense, même après 10 ans, qui sera peut-être encore dans 5 ans. Mais c'est plus ce fait de... Mais là, c'est plus du coup au niveau du business, au niveau de l'argent, c'est de me dire que les gens investissent de l'argent dans moi, en fait. Enfin, pas dans moi, mais dans leur projet qu'ils me confient. Et donc, il y a ce truc de se dire, est-ce que je vaux vraiment cette somme d'argent ? Même si je pense que du coup, oui, vu que les gens la mettent. Et puis on m'a très rarement dit que j'étais trop cher. Et puis, je pense que le marché est assez aligné sur ce que je propose. Mais oui, clairement, il y a ce syndrome de l'imposteur. J'ai 23 ans, tu vois. Oui. Et les gens de mon âge, ils sortent de l'école généralement. Donc ouais. Oui, tu as 23 ans, mais un background différent, justement, des gens qui sortent de l'école. Parce que j'ai un peu sauté cette étape de faire des études, parce que j'avais déjà une idée de ce que je voulais faire et j'ai préféré écouter mes intuitions plutôt que de me mettre... Que de faire des études. Je suis pas certain que c'était la meilleure solution. Là, je commence à me dire que ça joue beaucoup du coup sur mon cercle d'amis, où je pense que c'est quand tu fais des études que tu rencontres quand même beaucoup de gens qui vont poursuivre, t'accompagner dans le reste de ta vie. Là où j'ai un peu sauté cette étape, donc je me suis vite retrouvé avec des clients en fait, et très peu d'amis. Donc là, je suis vraiment dans cette optique de vouloir recréer ça, de vouloir recréer des liens avec des gens que j'ai pas eu la chance d'avoir en sautant cette étape de faire des études. T'as parfois aussi des regrets sur le fait, quand t'allais en soirée plus jeune, c'était pour travailler. Est-ce que t'as l'impression d'avoir raté certaines choses de ta jeunesse, entre guillemets, même si t'es encore super jeune? C'est marrant parce que du coup, je suis beaucoup sorti, mais pour travailler. Parce que je suis très très peu sorti sans travailler. Je crois que j'ai fait... peut-être 200 soirées, mais 3 où j'avais pas de caméra en main. Et même à l'heure actuelle, j'en fais très peu. Et en fait, ce qui est très marrant, c'est que je rentrais en boîte de nuit alors que j'avais pas l'âge, en fait. Parce que j'étais là pour filmer et pour travailler. Et ça, au-delà de ça, il y a beaucoup de secteurs dans lesquels je rentrais alors que j'avais pas l'âge et je n'étais pas du tout
Enfin voilà. Mais du coup, les boîtes de nuit, attends, qu'est-ce que tu me demandais? Est-ce que tu as des regrets par rapport à certaines choses que tu aurais pu louper, entre guillemets? Mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir fait une année à l'étranger. Et c'est marrant parce que ma maman m'en reparle de temps en temps. Ah oui. Et clairement parce que c'est elle qui me poussait à le faire. Et je ne l'ai pas fait. Parce que j'ai voulu me lancer directement. Et là, je me rends compte que j'aimerais bien développer ça, mais je ne parle pas anglais. Enfin, je me débrouille, mais je ne parle pas bien anglais, en tout cas pas suffisamment que pour développer de la clientèle dans cette langue-là. Et ça, ouais, clairement, c'est un regret. Et puis même, je pense que ça aurait pu être une expérience de dingue, où ça m'aurait ouvert au monde, où j'aurais peut-être un peu laissé de côté ma timidité, qui du coup s'est effacée grâce à d'autres choses petit à petit. Hein, j'allais encore là, mais c'est clairement quelque chose qui m'aurait appris plein de choses et que je me vois moins faire à l'heure actuelle. En tout cas, je peux très difficilement me le permettre. Et comme tu le dis, à 23 ans aussi, la plupart des gens sortent des études et donc arrivent dans la vie active. Tu te sens parfois en décalage comme ça avec les gens qui ont ton âge par rapport au fait que toi, tu as ton business Bien sûr. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que la plupart de mes amis à l'heure actuelle, ils ont entre 27 et 30 ans en fait. Et en fait, du coup, ils ont le même nombre d'années de travail que moi, à part qu'ils ont quelques années un peu plus, de plus, quoi. Mais donc, oui, je suis clairement en décalage avec des gens de 23 ans. C'est pas grave dans certains cas, mais c'est vrai que c'est différent. Est-ce que tu t'imagines, tu l'as déjà un petit peu dit, mais est-ce que tu t'imagines faire cette carrière de vidéaste toute ta vie ? Ça aussi, c'est une grande question. En fait, je suis dans une période où je me pose beaucoup de questions sur cet avenir, sur ce que j'ai vraiment envie de faire. Et comme je dis souvent, il y a 5 ans, c'était pas mon métier. Est-ce que dans 5 ans, ce sera toujours mon métier ? Est-ce que je ferai pas quelque chose d'autre dont je ne pense peut-être même pas à l'heure actuelle ? Donc, ouais, j'y pense clairement. J'ai pas vraiment de piste, en tout cas rien de très clair. Mais en tout cas, ce qui me frustrerait beaucoup, ce qui me frustrerait beaucoup, c'est de faire le même métier toute ma vie. Je veux pas me retrouver à la fin de ma vie à me dire, ok, j'ai fait un seul métier en fait. Et là où je pense qu'à l'heure actuelle, tu peux apprendre beaucoup de choses toi-même et tu peux faire beaucoup de métiers du coup, sans spécialement avoir fait 3 ou 5 ans ou 10 ans d'études. J'ai envie du coup de tester plein de choses, de voir plein de choses, de voyager, de découvrir du monde, de rencontrer pas mal de gens aussi, parce que c'est ça que je pense qui va m'aider à me développer, c'est ça qui va apporter des opportunités. Et donc oui, peut-être que dans 5 ans je ferai autre chose, peut-être même que dans 1 an je ferai autre chose, quoique je suis déjà en train de booker des mariages, donc il faudrait quand même que je continue de faire ça, sinon ça va être compliqué. Mais je sais pas, on verra bien. Je suis ouvert à plein d'opportunités et puis petit à petit, j'ai envie aussi de m'entourer, parce que là, ça fait 5 ans que je bosse tout seul. Et je parle pas spécialement de m'entourer en engageant des gens, mais m'entourer peut-être en m'associant avec quelqu'un ou en faisant des projets plus collaboratifs ou avec d'autres freelance ou même créer quelque chose ou une société avec quelqu'un sur un sujet totalement différent, j'en sais rien. T'as pas envie de te mettre de limites en fait ? Clairement pas, non, clairement pas. Et ce serait dommage parce que, comme je te le disais, tu peux faire tellement de choses. Ce serait vraiment triste d'arriver à la fin et de te dire... Enfin, à la fin, c'est un peu triste de dire ça aussi, mais d'arriver à la fin de ta vie et te dire, mais merde, j'avais envie de faire plein de choses et je les ai pas faites. Et c'est marrant parce que, du coup, tu restes super jeune, on n'arrête pas de le dire, mais tu as quand même des réflexions de personnes beaucoup plus matures. D'où ça te vient, en fait, cette maturité, cette réflexion autour de ta carrière, cet aspect businessman Tu l'expliques comment, toi, quand tu y réfléchis ? Moi, je crois que mon enfance y est déjà pour beaucoup parce que je suis le petit dernier. J'ai 2 grandes sœurs qui sont quand même bien plus âgées que moi. Et du coup, j'ai toujours été dans un milieu d'adultes, en fait. Et donc, je crois que ça a quand même beaucoup joué dans mon éducation. Mes parents aussi, du coup, sont un peu plus âgés que s'ils m'avaient eu à 20 ans, quoi. Donc, j'ai toujours été dans un milieu assez mature. Et puis j'ai été très rapidement confronté à des responsabilités où je me suis parfois pris de belles grosses claques de stress et de peur, etc. Et où maintenant, tu me remets dans la même situation, je suis beaucoup plus confortable parce que je l'ai déjà vécu. Et donc j'ai eu la chance de vivre plein d'expériences à travers mon boulot qui, je pense, font que ça m'a un peu
ça a un peu forgé cette maturité-là. Tu as l'impression d'avoir beaucoup appris sur toi-même et grandi comme ça au fil des années d'entrepreneuriat? Bien sûr, et c'est en continu et encore maintenant. Et là, je suis justement depuis cette année-ci où, en fait, il y a eu 4 ans d'activité où je me suis très peu remis en question. Et c'est sur la fin du Covid où je me suis dit, ok, c'est cool, tu fais de l'argent, tu fais des vidéos, mais est-ce que tu n'as pas envie de faire autre chose? Est-ce que tu n'as pas envie de faire quelque chose avec un but sociétal? Est-ce que tu n'as pas envie de développer toi-même, d'apprendre de nouvelles choses, de sortir de ta zone de confort? Et je crois que le fait de se poser plein de questions comme ça, de chercher des réponses à ces questions, c'est quelque chose qui me permettent d'évoluer intérieurement. Je ne vais pas parler de développement personnel parce que je déteste ce terme, mais de me développer et de devenir une meilleure version de moi-même. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est développement personnel, je pense. Oui, clairement. Et tu ressens vraiment, maintenant et depuis quelque temps, un besoin de challenge dans ta vie, aussi bien professionnel que personnel? Tout à fait, ouais. Ouais, j'ai horreur de la routine. J'arrive pas à rester une semaine sans rien faire ou une semaine à faire la même chose. J'ai besoin de faire plein de choses différentes. Et c'est ça qui est super chouette dans mon métier, c'est que tous les projets sont très différents. Donc j'ai l'occasion de faire plein de trucs et c'est jamais 2 fois la même chose. Donc ça, c'est ce qui me plaît énormément. Et j'ai oublié la suite de ta question. C'était que tu ressens un besoin de challenge? Ouais, clairement, ouais. Je sais pas comment le développer, mais... ouais, je ressens un besoin de challenge et je crois que ça a déjà été... Enfin, ça a souvent été le cas dans plein de projets, hormis... pas que professionnels. Ça n'a rien à voir, mais j'adore bricoler. J'ai acheté un appartement et j'ai voulu faire tout seul parce que c'est un challenge de le faire moi-même, d'avoir cette fierté de l'avoir fait moi-même et puis surtout d'apprendre en le faisant. Et je crois que c'est comme ça dans beaucoup de domaines où quand j'ai envie d'apprendre quelque chose, j'essaye de le faire à fond. Parfois ça m'arrive d'abandonner après 2 semaines, même souvent, mais j'essaie vraiment de me donner les moyens de le faire et du coup de me challenger. Ouais. Et tu sentais un besoin de faire quelque chose de tes mains, entre guillemets, de ne plus être derrière un ordi, derrière un appareil photo, mais vraiment de bricoler, c'est vraiment travailler manuellement, quoi. Oui, et j'ai la chance d'avoir un papa qui est très bricoleur et d'avoir pu bricoler grâce à lui très tôt. Je crois qu'à 6 ou 7 ans, j'avais déjà un marteau en main et on bricolait beaucoup le week-end. Et donc j'ai toujours eu ce truc un peu bricoleur. Et quand j'étais petit, d'ailleurs, je voulais être inventeur, donc j'inventais des trucs en bricolant dans la cave. Et parfois, je passais des heures et des heures dans la cave à scier des trucs alors que j'avais pas l'âge de scier des trucs. Et T'as jamais fait les trucs sur ton âge, en fait? Non. Mais donc j'ai eu cette chance-là et là, je me retrouve du coup dans un métier où je crois qu'il y a quand même 2/3 de mon temps qui sont derrière un ordinateur. Alors c'est pas ça, j'adore aussi tout ce qui est autour de la technologie, mais j'ai besoin de me reconnecter à de la matière en fait. Et que ce soit du bois, que ce soit toutes des choses comme ça, et c'est des choses qui m'éclatent. J'aurais pas la prétention de vouloir développer une activité autour de ça, mais c'est quelque chose qui m'éclate beaucoup et que je fais très volontiers dans ma vie personnelle. Quand tu regardes comme ça ton parcours et là où tu en es aujourd'hui, tu ressens une fierté quand même, malgré ce petit syndrome de l'imposteur? C'est dur, hein, ça? Ouais, c'est hyper dur comme question. Tu me l'as déjà posée, mais c'est super compliqué. C'est pas une fierté, c'est de la reconnaissance. Parce que c'est de la reconnaissance. Je crois que je suis sous une très bonne étoile et j'ai eu la chance. Il y a plein de choses qui sont mises naturellement sur mon chemin et je me suis retrouvé beaucoup de fois au bon endroit, au bon moment. Et j'ai eu beaucoup de chance de, du coup, pouvoir développer mon activité grâce à ça. Il y a de la chance, mais il y a aussi un peu de talent. Non? Je sais pas, je vois pas ça comme du talent. Je vois ça comme du travail, beaucoup de travail, beaucoup d'heures. Et je dis ça souvent, c'est que n'importe qui veut faire ce que je fais, il peut le faire. Parce qu'il suffit de passer des heures à le faire, il suffit de travailler ton œil, il suffit de travailler ta façon de raconter les choses. Et j'ai jamais été très bon pour écrire des histoires, mais pourtant je raconte des histoires en vidéo, donc je crois que n'importe qui peut apprendre à le faire. Et je crois que maintenant, justement, avec Internet, tu peux apprendre tellement de choses. Je vais te poser la dernière question du podcast. Qu'est-ce que tu aimerais... Ça me fait peur quand tu dis la dernière question, j'ai l'impression que c'est une question un peu cruciale. C'est la question cruciale. Soyons honnêtes. La réponse D. Ça, il n'y a pas de proposition. Il faut que ça vienne de ta tête.
dis-moi. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait ? Mais ça peut être aussi bien dans ton boulot que dans ta vie. Je ne sais pas si c'est oser, mais j'aimerais développer ma confiance aux autres, dans le sens où on en a déjà parlé, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à faire confiance dans la vie professionnelle et à sous-traiter des tâches. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment développer parce que je me rends bien compte que ça me bloque dans beaucoup de choses et que c'est peut-être ça que, si j'arrive à le débloquer, ça va m'ouvrir plein de portes dans plein d'autres secteurs, dans plein d'autres choses. Et donc, arriver à faire confiance, et accepter que des choses soient parfois différentes. En fait, j'ai un gros problème, c'est que j'ai envie de contrôler tout. Et c'est horrible de vouloir tout contrôler parce que... Et c'est peut-être aussi mon âge qui fait ça. C'est du coup mon manque de maturité à ce niveau-là qui fait que j'ai envie de tout contrôler, j'ai envie d'avoir un œil sur tout, j'ai envie de valider tout. Et en fait, tu te rends dingue. Parce que parfois, je me réveille en pleine nuit, je me dis, mais merde, j'ai ça. C'est pas grave, en fait. Il y a pas de... C'est pas parce que tu l'as pas fait correctement que c'est mauvais. C'est pas parce que tu l'as pas fait directement que c'est mauvais. C'est pas parce que tu as du retard que c'est mauvais. Donc... ouais, j'aimerais bien être un peu plus cool sur tout ça et lâcher un peu prise. Ouais, lâcher prise, clairement. Moins contrôler. Et puis en fait, il y a beaucoup de choses que tu as envie de contrôler, mais que tu contrôles pas du tout. Et puis le fait de vouloir contrôler plein de choses, c'est que ça m'éparpille beaucoup sur plein de choses, au lieu de vraiment de me centrer sur ce qui est vraiment important et de dégager de l'énergie pour ça, parce que ça prend une énergie de dingue. Et c'est pour ça que je dors très peu, je pense. Je m'identifie complètement dans ce que tu racontes. Voilà. Mais donc, ouais. Et je crois que s'il y a vraiment quelque chose que je dois développer en moi-même dans les années qui viennent, c'est ça. C'est de lâcher prise et de me dire, ok, c'est pas grave, en fait, ça roule. Enfin, laisse faire les choses. J'aime bien ce terme, c'est pas grave. Je trouve que c'est hyper important et c'est un truc qui me revient souvent quand même. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était un plaisir. Merci Victorien d'avoir accepté mon invitation. Je vous mets quelques liens pour le suivre et découvrir son travail dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant des étoiles sur Apple Podcast et Spotify et à vous abonner à Compose sur Instagram, Facebook et Twitter. Si vous voulez soutenir financièrement ce projet, c'est aussi possible via Patreon et Utip. Tous les liens sont dans les notes. C'était donc le dernier épisode de 2022. Je vous souhaite de passer de magnifiques fêtes de fin d'année et on se retrouve très vite le 5 janvier pour un nouvel épisode.